Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Face à Zeribi. Comme toutes les semaines, analyse, décryptage et regard sans concession sur l'actualité avec notre éditorialiste Karim Zeribi. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est toujours un plaisir de retrouver et de partager ce plateau avec Riyad Belkhadi. Bonsoir Riyad. C'est toujours un plaisir. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Karim. Bonsoir Samira. Un plaisir de vous retrouver 2 samedis par mois pour parler de l'actualité internationale et l'actualité qui concerne également les 2 rives de la Méditerranée que sont la France et l'Algérie. Exactement, Riyad. Et Karim, ce soir, donc, nous aborderons une semaine particulièrement chargée sur le plan diplomatique, économique, mais également sur le plan sportif. Donc, nous commencerons par le numéro très commenté de l'émission Complément d'enquête diffusée jeudi soir sur France 2, qui a jeté un regard controversé sur l'Algérie. Nous mettrons en perspective ces choix médiatiques avec les récentes déclarations de Stéphane Romaté, l'ambassadeur de France en Algérie, et également l'initiative de Ségolène Royal via l'association France-Algérie, qui cherche à rétablir un dialogue constructif entre nos 2 pays. Et puis nous parlerons ensuite, Karim, et nous nous pencherons sur un autre sujet qui fait régulièrement débat, c'est récurrent chaque année ou tous les 2 ans, c'est le produit halal. Une polémique récurrente qui dépasse la simple question alimentaire et qui révèle une tension réelle, identitaire, persistante, des implications sur les relations avec les communautés maghrébines et bien évidemment musulmanes. Et sur le plan économique et stratégique, nous mettrons en lumière la livraison imminente de la ligne ferroviaire du désert entre Béchar et Garage Bilet, une infrastructure majeure qui symbolise la souveraineté de l'Algérie et sa capacité à valoriser ses ressources minières avec une mise en service prévue dans quelques jours. Et puis on terminera avec le foot. Ça devait être la fête pour cette finale entre le Maroc et le Sénégal. Victoire du Sénégal sur un final assez hitchcockien, en tout cas inattendu. La CAN au Maroc, souvent présentée par les observateurs comme la CAN de tous les scandales, entre arbitrages contestés, décisions chaotiques, beaucoup de nations se sont plaintes de l'organisation. Bref, on va finir avec ce fait marquant et on voulait avoir votre point de vue sur cette compétition. Le point de vue du footeux et le point de vue de l'observateur et de l'éditorialiste. C'est parti. C'est tout de suite, et c'est sur Al24 News. Donc, l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, comme je l'avais dit, évoque une possible reprise des canaux de communication. Le service public audiovisuel français a diffusé un numéro de complément d'enquête très hostile à l'Algérie, Karim Zeribi. Vous l'avez certainement suivi, 2 dynamiques qui semblent aller dans des directions opposées. Donc, Karim Zeribi, je vous laisse regarder un extrait de complément d'enquête, puis on en reparlera. Vous avez des millions d'Algériens qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où. Je ne veux pas que mon pays devienne une colonie de l'islam et de l'Algérie. J'attends qu'il y ait plus d'OQTF renvoyés, moins d'égorgements. Alors, Karim Zeribi, peut-on sérieusement parler aujourd'hui de reprise de dialogue quand, au même moment, un média public français diffuse un programme qui met l'Algérie au banc des accusés? Il faut le dire, un média public qui se met sur la même ligne que les médias de Bolloré. Écoutez, j'ai regardé ce reportage, comme beaucoup, je crois, de Français Vous êtes même dedans. Et de Franco-Algériens en particulier, oui. J'apparais furtivement, je vous expliquerai si cela vous intéresse, comment... en tout cas, ça intéresse les téléspectateurs de 24, très certainement. Les journalistes m'ont approché. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y avait matière à faire un bon reportage sur la relation France-Algérie. Il y avait matière à dire les choses de manière équitable, sans prendre un angle accusatoire, tel que cela a été fait, sans qu'une enquête d'investigation journalistique devienne un procès, je dirais, à charge, sans avocat, sur l'Algérie. Et je suis déçu, parce que, comme vous l'avez dit, c'est le service public français qui est capable aujourd'hui de nous livrer... je dirais un reportage à charge et à recharge contre l'Algérie. Je suis déçu parce que, encore une fois, il y a des acteurs qui auraient pu prendre la parole. Il y a des angles qui auraient pu être pris. Là, on est sur un reportage qui est confus, donc qui mélange tout, qui prend des petits bouts par-ci, par-là, et qui ne donne aucun sens, aucune cohérence à la relation France-Algérie d'aujourd'hui et à celle qui peut demain, je dirais, se mettre en place. Parce que nous espérons tous, je crois, des 2 rives de la Méditerranée, en tout cas pour l'immense majorité d'entre nous, que cette relation s'améliore. Mais elle ne peut pas s'améliorer quand, par-delà la droite extrême et l'extrême droite, vous avez des médias français
et des médias du service public de surcroît, qui continuent de jeter de l'huile sur le feu, de nourrir des fake news et de reprendre, je dirais, une forme de diatribe accusatoire sur l'Algérie. Ce n'est pas digne du service public français, c'est très inquiétant, parce que ça dénote quand même une forme de radicalisation du propos quand on parle de l'Algérie, donc plus de respect de la souveraineté, plus de respect, je dirais, des institutions algériennes, plus de respect de la communauté algérienne, donc installée en France. Je veux dire, si vous avez regardé le reportage comme moi, on donne le sentiment à l'issue de ce reportage que tous les Franco-Algériens sont des agents doubles qui peuvent effectivement porter un coup fatal à la France à tout moment. Mais c'est scandaleux. Il y a un arrière-goût nauséabond à ce reportage, je mets de gros guillemets à investigation. Vous êtes sorti inquiet du visionnage de ce reportage? Je ne suis pas sorti inquiet parce qu'il y a une diaspora qui s'organise, qui se structure et qui veut faire entendre sa voix. Une voix juste, encore une fois, celle de la justice, celle du respect de la souveraineté à la fois de la France et de l'Algérie, celle de la voie diplomatique, qui n'est pas la voie du spectacle, comme on l'a vu ces derniers mois, quand on voit certains politiques parler de l'Algérie. Tout cela doit se faire avec intelligence, tact, diplomatie. Et nous portons cette voie-là, nous, membres de la diaspora, avec le Conseil mondial de la diaspora algérienne, mais pas seulement. Il y a de multiples associations qui existent aujourd'hui, qui représentent la diaspora algérienne, sur le plan culturel, sur le plan économique, donc sur le plan sportif, sur le plan historique, des gens qui incarnent cette double nationalité, cette double appartenance. Et cela, on ne les voit pas dans le reportage, curieusement. Ils représentent 99,9% des Algériens et des Franco-Algériens. Donc en France, pour les Algériens résidents, ils travaillent, ils respectent les règles, ils ne posent aucun problème. Pour les Franco-Algériens, ils font rayonner la France dans tous les secteurs d'activité. On ne les voit pas. Ils n'existent pas. Et donc on est sur des visages cachés, floutés, des caméras cachées ambiguës, et on laisse sous-jacent, je dirais, sous-entendre des choses qui sont, je dirais, qui sont pas claires. Et personne ne s'y retrouve dans ce reportage, encore une fois, avec un angle accusatoire, qui est un reportage à charge, sans avocat, pour représenter l'Algérie. C'est dommage, c'est triste. Karim, on vous voit intervenir dans ce reportage. Est-ce que vous avez été peut-être informé des réels objectifs de ce Moi, j'ai été contacté, je dois vous le dire, à maintes reprises pour intervenir dans ce reportage. À maintes reprises, j'ai refusé. Je connais trop le jeu du montage. Vous savez, on vous fait parler pendant 3 heures et on isole les 20 secondes qui vont prêter à confusion. Je ne me prête pas à ce genre de jeu. Par contre, si les médias français m'invitent sur un débat en direct, je réponds toujours présent. Je ne me défile jamais. Mais c'est du direct. Pour peu que tout soit diffusé. Mais dans le direct, effectivement, tout est diffusé. C'est le principe du direct. Et je ne prends, effectivement, je donne mon accord dans une présence médiatique en France, surtout sur ces sujets sensibles, qui sont facilement instrumentalisés, qui peuvent nourrir des interprétations des fake news. Je réponds toujours présent en direct. Je l'ai fait sur CNews pendant des années, vous avez pu le voir, face à 2, 3, 4 parfois interlocuteurs, très malhonnêtes intellectuellement, très orientés, mais j'ai assumé. Et je continuerai d'assumer. Et si France 2 regarde face à Zeribi, que France 2 sache que s'ils veulent organiser un débat demain, en direct, je serai présent. Pareil pour BFM, pareil pour LCI, pareil pour France Info. Mais il faut arrêter ce jeu, je dirais, du montage, où on fait dire ce que l'on veut à qui on veut. Ça n'a aucun sens. Et ça n'est pas de la déontologie journalistique. Je le dis, j'insiste là-dessus. On a une France aujourd'hui qui, sur le plan de la déontologie politique, journalistique, médiatique, va très très mal. Parce que, encore une fois, je me demande si on croit servir les intérêts français de l'autre côté de la Méditerranée en agissant de la sorte. Ils se trompent. Ils ne servent aucunement les intérêts français. Donc, ils créent un fossé entre la France et l'Algérie, 2 pays qui ont une histoire douloureuse, mais qui doivent, à un moment, se dire les choses. Dans la réciprocité, dans la franchise. Et l'Algérie a toujours été d'accord pour le dialogue, mais pas pour le contournement. L'Algérie, elle a toujours accepté que la souveraineté de la France s'exerce, mais elle demande que sa souveraineté s'exerce aussi. L'Algérie est dans une démarche de réciprocité. Tant que les Français ne comprendront pas ça, ils chercheront des angles accusatoires, des angles de conflit, des angles de tension. Mais ils se trompent.
Il faut changer de paradigme. Les temps de la domination est révolu. Le temps, je dirais, d'une France qui dicterait à l'Algérie, je dirais, son agenda est révolu. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit. Paris cherche une issue, mais c'est Alger qui détient les règles du jeu. Et à chaque fois, Paris se trompe de manière pour trouver une issue, comme ce reportage. Oui. Alors, un reportage journalistique, vous parlez de déontologie, c'est la divulgation de la vérité. C'est ça le sens du reportage journalistique. La vérité, de ce côté de la Méditerranée, ça ne peut pas être présomptueux ce que je vais dire, mais de ce côté-là, on connaît la vérité. Maintenant, pour l'opinion française, c'est différent. Ce type d'émission qu'on a vu vendredi soir, révèle-t-il encore l'essence même de l'investigation dans le journalisme, ou plutôt d'un récit politique construit pour orienter l'opinion française? Je crois que je vous ai répondu quand je vous parle d'angle accusatoire et quand je vous parle non pas d'une enquête mais d'un procès à charge, sans avocat, ce n'est pas du journalisme. C'est pas du journalisme, c'est de l'idéologie politique. Mais que cela vienne de France 2 est choquant, je le dis. Il y a des médias mainstream détenus par des milliardaires donc, qui veulent voir la droite extrême et l'extrême droite au pouvoir en France. Cela ne surprend personne lorsqu'ils traduisent une image négative de l'Algérie, une fausse image. On a parlé des bûches, souvenez-vous, avant les fêtes de Noël. D'ailleurs, ce sont des polémiques qui sont tellement ridicules, je dirais, d'une bassesse que ça n'est même pas digne, je dirais, d'en parler ou d'en reparler. Mais là, c'est différent. Là, on a un média qui est un média du service public, qui vit sur le dos du contribuable, de moi-même et d'autres millions de franco-algériens. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un torchon qui nous est livré. Un torchon qui n'est pas digne du journalisme. Et quand ils sont venus m'interroger au Conseil mondial de la diaspora, c'était en mai dernier. Nous sommes en janvier 2026. Ils sont venus m'interroger en mai 2025. Entre mai 2025 et janvier 2026. Vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup à dire sur la relation France-Algérie? Ils sont venus, ils ont essayé de faire une incursion au gala de la diaspora algérienne. Il y avait plus de 1000 personnes. D'ailleurs, on a vu dans les images une diaspora classe, pardonnez-moi l'expression, mais qui était là pour se retrouver, même le pour responsable échanger. de la chambre de commerce franco-algérienne. Il y avait Michel Bizac qui avait répondu à notre invitation. Nous avons remis des trophées ce soir-là et honoré nos personnalités algériennes, domaine scientifique, économique, sportif, culturel, médiatique. C'était une soirée fabuleuse. Ils ont passé 1 minute sur cette soirée fabuleuse. Ils auraient pu dire que cette diaspora, elle est là, elle s'organise, elle se structure, elle donne de la voix. Ils ont interrogé une dizaine de personnes devant le gala. Ils en ont retenu 2. Moi, ils m'ont interrogé 10 minutes. Ils ont pris 20 secondes. Donc, alors que nous avons dit des choses. Non, il y a un côté malsain dans ce type de reportage. Il n'y a pas de volonté d'apaiser, il n'y a pas de volonté de dresser des perspectives positives. Et il y a des voix en France qui ne sont pas des voix seulement de la diaspora, qui auraient pu être entendues. Pourquoi Dominique de Villepin n'a pas été contacté? Pourquoi Ségolène Royal n'a pas été contacté? Pourquoi d'autres voix françaises, Benjamin Stora, auraient pu aussi donner de la voix? Il y a de multiples voix françaises qui ne sont pas hostiles à l'Algérie, mais curieusement, on ne les voit pas. On ne les voit pas et on ne les entend pas dans ce reportage. Donc c'est dommage parce que c'est un moment qui aurait pu être un moment, j'allais dire, de vérité aussi, pour dire qui allume un peu le feu, qui veut l'entretenir, avec des enjeux politiques, de politique intérieure. Ils sont passés très rapidement sur Rotaillot. Rotaillot, il a sali la relation de France-Algérie pendant des mois. Ils sont passés très rapidement sur cette réalité-là. Donc, ils n'ont pas évoqué les enjeux de politique intérieure concernant le sujet algérien. Donc, ce reportage, encore une fois, c'est une déception et je ne regrette pas de ne pas être intervenu, je dois vous le dire, parce que je suis convaincu que mes propos auraient été interprétés, déformés, donc coupés au montage. Donc voilà, ce reportage, il faut le mettre derrière nous, je crois. Très bien. D'ailleurs, après la libération de Boualem Sansal, beaucoup espéraient que Paris tirerait une leçon et adopterait peut-être une approche plus prudente et respectueuse envers l'Algérie. Comment expliquer que malgré ces enseignements récents, les traitements médiatiques restent aussi conflictuels? Je veux dire, est-ce que la France mesure-t-elle réellement l'impact diplomatique de ce traitement médiatique répété de l'Algérie? Vous avez raison de dire qu'on n'a tiré aucun enseignement suite à la libération de Boualem Sansal. Et que je ne pense pas que ceux qui interviennent aujourd'hui, Aïe et Adia, rendent service à Christophe Glaise. Quand on voit dans le petit passage que vous m'avez permis de revoir, que c'est une ancienne ministre qui tient des propos pareils.
C'est une ancienne ministre du gouvernement Raffarin, qui n'était pas un gouvernement d'extrême droite. Cette dame-là, elle a été membre du Conseil d'État, membre du Conseil constitutionnel en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des propos qu'elle tient. Elle prétend que tous les Algériens, les millions d'Algériens représentent un problème, je dirais, mais plus que gravissime, qui pourrait porter atteinte tous les jours sur la voie publique avec une arme blanche et planter qui que ce soit. Non mais c'est de la folie. Quand vous avez une ancienne ministre d'un gouvernement de droite modéré, qui a été membre de Conseil constitutionnel, qui est avocate aujourd'hui, tenir de tels propos, c'est vous dire l'état de la France. C'est vous dire comment la France va mal, sur le plan politique, sur le plan moral, sur le plan idéologique. Et elle l'incarne quelque part, cette triste réalité, cette dérive qui fait de l'Algérie, de l'algérophobie, un sujet de crispation, de tension permanent. En fait, comme ils ne parviennent pas à régler les problèmes de la société française, qui sont de plus en plus lourds, donc, ils essayent de trouver des sujets dérivatifs. L'Algérie en est un, les musulmans en est un autre, l'immigration en est un aussi. Donc, ils ont quelques sujets, c'est les marronniers qu'on évoque dans les médias aujourd'hui, pour éviter que l'on regarde la réalité de la France aujourd'hui en face. Donc, il faut cesser de nous instrumentaliser. Et la diaspora algérienne qui est en train de s'organiser, elle doit accélérer cette organisation et cette structuration, comme l'ont fait d'autres communautés. Vous savez, ce qu'on dit sur l'Algérie, personne n'oserait le dire sur la communauté juive en France. Pourtant, ils ont une relation avec Israël. Certains ont soutenu le génocide. Certains ont critiqué la France lorsqu'elle a donné de la voix sur ce qui se passe en Palestine. Donc, quand le CRIF fait un dîner, vous avez tout le gouvernement qui est au garde à vous. Et nous avons, nous, une communauté qui, aujourd'hui, n'est pas respectée et qui se structure pour pouvoir l'être. Pour pouvoir l'être là où elle vit, mais pour pouvoir aussi être utile au développement économique de l'Algérie et porter la voix de l'Algérie, puisque celle-ci aujourd'hui est mise à mal dans les médias français. Donc nous continuerons de nous structurer, non pas pour être des agents doubles ou des voix pro-algériennes, pour être des voix justes, pour être des voix qui doivent dire la vérité et qui ne doivent pas aujourd'hui déformer ce qu'est l'Algérie, ce que sont les Algériens. Ça n'est pas acceptable. Et notre rôle à nous, diaspora organisée, que ce soit les élus, les acteurs économiques, les fonctionnaires franco-algériens qui agissent, c'est d'être utile à la France et à l'Algérie. Mais on ne peut pas l'être utile avec ce type de reportage. Alors, le journaliste ou celui qui a fait le reportage qu'on a vu sur France Télévisions a même nié le fait même qu'il y ait une algérophobie en France. Mais quand on entend cette ancienne ministre, comme vous l'avez dit, décrier l'Algérie à un point aussi bas, on se pose la question, la France cherche-t-elle vraiment à réouvrir le dialogue franc et sincère qu'elle prétend, ou que le président Macron prétend vouloir avec l'Algérie, ou plutôt reprendre la main d'une relation qui lui a totalement échappé en termes d'intérêt, bien évidemment. Peut-on parler d'un décalage entre la diplomatie officielle française et son écosystème médiatique, ou alors les deux sont en train de se confondre? Je pense qu'il faut que la France arrête de tergiverser. Il faut qu'elle prenne une position et qu'elle s'y tienne. Et on voit qu'Emmanuel Macron lui-même et la diplomatie française a oscillé entre un pas en avant, deux pas en arrière. Donc ça n'a que trop duré. Il faut aujourd'hui que la voix de la France, par la voix du président de la République, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, par la voix des diplomates, par la voix des membres de son gouvernement, je pense à Laurent Nunez notamment, donc il faut que cette voix soit claire. Il faut sortir des ambiguïtés. Et sortir des ambiguïtés, ça veut dire avancer sur 3 sujets majeurs. D'abord, la question effectivement mémorielle. On ne peut pas l'éluder et la balayer d'un revers de main. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'à un moment donné, sur ce terrain-là, la France aille au bout. Je reprends l'Emmanuel Macron de 2017. La colonisation, crime contre l'humanité. Donc il faut que le Emmanuel Macron de 2017, 10 ans après, quasiment, 9 ans après, donc retrouve effectivement le sens des réalités sur l'histoire. Deuxième axe, c'est un axe effectivement de régulation à la fois des flux migratoires, mais aussi d'échanges et de coopération sur le plan sécuritaire. C'est Laurent Nunez lui-même qui l'a dit en arrivant en responsabilité, c'est la France qui est pénalisée d'une relation mise à mal entre la France et l'Algérie sur le plan sécuritaire.
Parce que les services algériens sont organisés, puissants, compétents, experts, et il y avait énormément C'était un d'échanges. partenaire important, voilà. Énormément d'échanges entre la France et l'Algérie. Donc il faut effectivement que sur ce deuxième axe, les choses se réenclenchent. Et puis il y a un troisième axe qui est l'axe économique. Et là, il faut avoir une approche gagnant-gagnant. Et on voit bien que l'approche gagnant-gagnant, la France n'y était pas habituée. La France était habituée donc, à exporter ses produits en Algérie, qui importait beaucoup de Français d'ailleurs, et d'avoir une forme de place un peu privilégiée. C'était le premier partenaire Elle commercial. considérait l'Algérie comme un marché. C'est un premier partenaire commercial. Et donc, oui, elle considère l'Algérie comme marché, mais l'Algérie est un marché, on ne va pas le nier. Donc, vous avez 50 millions d'Algériens consommateurs, c'est un marché. Mais ça ne peut pas être qu'un marché. Mais c'est un marché. Elle voulait considérer, ou elle considérait l'Algérie comme une chasse gardée. Il faut dire les choses. Oui, chasse gardée, non, ça c'était dans l'esprit des Français, ça fait longtemps que Je l'Algérie... parle dans l'esprit des Français, bien évidemment. Oui, ça fait longtemps que l'Algérie travaille avec la Chine, la Turquie, la Russie, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne a toujours été un partenaire. Donc ça fait très longtemps que l'Algérie n'a pas d'exclusivité en la matière. Mais c'était le premier partenaire commercial. Je reviens sur ce dernier point et sur cette approche-là. Aujourd'hui, ce premier partenaire commercial doit comprendre que l'Algérie a changé, là aussi, de braquet. L'Algérie produit, diversifie son économie, cherche des partenaires pour des joint ventures, pour être dans la coproduction. Mais elle ne veut plus, effectivement, que ces ressources soient simplement exploitées, à la fois ressources humaines et ressources, je dirais, de sol et ressources naturelles, pour pouvoir bénéficier soit aux Européens, soit à commercer que dans un sens. Donc là aussi, sur ces trois sujets, la France d'hier doit comprendre que la France d'aujourd'hui ne peut plus se comporter de la sorte. Reconnaissez l'histoire dans sa globalité. Allons sur le terrain d'une réciprocité sur le plan sécuritaire et sur le plan de la régulation donc des flux. Et l'Algérie, elle est pour le dialogue de ce point de vue. Soyons sur une relation économique gagnant-gagnant, d'égal à égal, respectueuse. Et le temps de la domination est terminé. Il faut passer à autre chose. Si la France arrive et revient pour prendre attache avec l'Algérie par des voies diverses, avec des mandats clairs, je crois que l'Algérie est ouverte au dialogue. Je crois que l'Algérie n'a jamais fermé la porte. Mais lorsque la France fait un pas dans un sens, elle en fait deux dans l'autre. Après Boualem Sansal, quels ont été les actes positifs de la France à l'égard de l'Algérie? Je m'interrogeais avant de venir à l'émission. Je me disais, l'Algérie a fait un geste. Il a été gracié. Ce n'était pas une obligation. Personne n'a obligé le président Tebboune à gracier Boualem Sansal. Il a répondu à une demande qui a été respectueuse de la part de l'Allemagne. Mais derrière, la France aurait pu faire un geste en disant, ben voilà, comme on est dans une démarche de réciprocité, l'Algérie a fait un geste pour Boualem Sansal, nous allons faire un geste dans une affaire rocambolesque qui aurait pu être l'affaire Amir Desaides, où on a mis, je dirais, en cause des diplomates algériens. La France aurait pu dire, vous avez libéré Boualem Sansal, bon, on va cesser là aussi d'instrumentaliser ce sujet dans la relation France-Algérie. Parce que l'affaire Amir Desaides, juste un instant, puisque le reportage en a parlé, je vous rappelle qu'elle est ressortie un an après la révélation, au moment où Jean-Noël Barrot vient en Algérie pour réchauffer les relations. Rotaillot, ministre de l'Intérieur à l'époque, ressort l'affaire Amir Desaides et la réactive. Pour court-circuiter le rapprochement. La tentative de le rapprochement. Vous savez, ça me fait penser à 2005. 2004, Chirac vient de signer le traité d'amitié en Algérie avec Bouteflika à l'époque, le président Bouteflika. Et 2005, les parlementaires français, Rotaillot en tête, portent un projet de loi sur les bienfaits de la colonisation pour mettre à mal le traité d'amitié. En fait, chaque fois qu'il y a un pas qui est fait par certains, il y en a deux qui sont faits par d'autres, pour mettre à mal la relation. Et on va nous dire quoi? C'est la faute de l'Algérie, là? Quand vous avez une affaire qui ressort un an après? Quand vous aviez en 2004 un traité d'amitié signé, donc l'Algérie est dans le dialogue, et que 2005, vous avez une loi sur les bienfaits de la colonisation, c'est la faute de l'Algérie. Je suis désolé, je veux dire, je suis franco-algérien, je suis algérien, mais je suis aussi français. Et je demande à la France de balayer aussi un peu devant sa porte et de regarder la réalité des comportements en face. Vous avez des gens qui ne souhaitent pas avoir une bonne relation avec l'Algérie du côté de la France. Et ces gens-là, aujourd'hui, il faut, je dirais, les étouffer
sur le plan médiatique. Il faut qu'il cesse effectivement de s'exprimer, de mettre à mal la relation, de la salir, de créer des tensions, des crispations. Quand vous avez une ancienne ministre d'un gouvernement Raffarin qui tient des propos pareils, à un moment donné, personne ne va lui dire « taisez-vous, vous êtes insupportable, ce que vous dites est scandaleux et honteux ». C'est indigne d'une ancienne ministre de la République. Elle était ministre en plus, chargée de l'Europe. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, dimension internationale. Où est la diplomatie? Donc, il faut retrouver les voies de la diplomatie. Ça ne passera ni par ce genre de sortie, ni par ce genre de reportage. Soit la France envoie des signaux clairs, francs, sincères, soit nous continuerons et nous perdurons dans une relation ambiguë, semée de quiproquos, ce que je ne souhaite pas. Que les choses soient claires. Je l'ai dit, je le redirai dans Face à Zeribi, qui est une émission sur une chaîne algérienne. Je toujours prôné une relation de respect, équitable, d'égal à égal. Et je continuerai de le faire. Parce que je sais que l'Algérie est pour le dialogue. Mais encore une fois, le dialogue, ça n'est pas le contournement. Le dialogue, ça n'est pas faire d'ingérence dans la souveraineté algérienne. Critiquer la justice algérienne, critiquer les institutions algériennes, parler comme ils parlent parfois donc, du gouvernement et du président algérien. Ça n'est pas acceptable. Si les Algériens faisaient pareil sur le plan institutionnel et médiatique du côté de la France, alors qu'est-ce qu'ils diraient? Comment ils réagiraient? Donc, un peu de respect, un peu de calme et de sang-froid, beaucoup de sagesse pour regarder la relation positive dans l'avenir. Karim Zeribi, ce reportage, il faut le dire, a été diffusé quelques jours après l'intervention de Stéphane Romaté qui a parlé d'un dégel et de la reprise des canaux de communication entre les deux pays. Il a également parlé de la visite ou la prochaine visite du ministre de l'Intérieur en Algérie qui est maintenue et qui est en préparation. C'est ce que je viens de dire. Donc, quand vous avez un acte, un geste qui est peut-être le geste d'une main tendue, vous avez derrière un geste qui est un geste, je dirais, d'agression, d'insulte, donc qui met à mal la relation. Je pense que Stéphane Romaté n'est pas quelqu'un qui est animé d'une mauvaise volonté. Pour avoir échangé quelques fois avec lui, je sais que son passage en Algérie l'a beaucoup marqué sur le plan positif. Son rapport aux Algériens, son rapport même aux autorités algériennes. Il a toujours évoqué le fait qu'il a toujours été bien traité, considéré, même dans les moments les plus tendus. Donc, parce que l'Algérie sait respecter les diplomates. Mais à un moment donné, quand vous portez un coup à l'Algérie, elle ne se laisse pas faire. Donc, et elle riposte. Ce qui est naturel, ce qui est normal. Mais ça n'est pas, de mon point de vue, l'Algérie qui porte le premier coup. Donc, et c'est là où il faut revenir à plus de justesse dans l'analyse et de justice dans les propos. Donc, Stéphane Romaté, il est animé de bonne volonté. Mais est-ce qu'autour de lui, en France, sur le plan institutionnel, diplomatique, politique, est-ce qu'ils sont tous animés de la même volonté? C'est d'ailleurs la question. Est-ce que ce décalage est subi par Paris ou soutenu? Pardon? Je vous ai dit, ce décalage, est-il subi par Paris ou soutenu? Non, je pense que ce décalage, il émane aussi de l'inconstance du président de la République. On a un président de la République, Emmanuel Macron, qui est inconstant dans ses relations diplomatiques. Inconstant. Il est toujours entre le chaud et le froid. Il a semblé être, je dirais, très sincère avec l'Algérie au début de son mandat. Ça semble problématique pour un chef d'État. Est-ce qu'il subit des pressions? Bien sûr. Mais ça ne vous a pas échappé que la France n'était pas quand même dans une position positive et je dirais d'influence sur la scène diplomatique. À la fois avec le continent africain, où la France est chassée, a été chassée de tous les pays africains. Les bases militaires françaises ont été remerciées et on a demandé à la France de rentrer à la maison. Sur le plan politique, il y a beaucoup moins d'emprise de la France sur les pays africains. Donc, sur la scène européenne, la France ne mène plus la danse. Donc, quoi qu'on veuille en penser, prenez par exemple la question du Mercosur. Donc, la France dit être opposée au traité avec l'Amérique du Sud, traité économique d'échange, mais l'Europe va certainement le paraffer, je dirais le signer. Donc, parce qu'on a des États-puissances en Europe, comme l'Allemagne, qui, quelque part, mènent la danse à la place de la France. Et dans la relation avec les États-Unis, alors là, bon, je ne voudrais pas m'étaler, mais quand on voit comment le président Trump parle de Macron, je dirais, en tant que Français, on a le droit d'avoir un peu honte d'être humilié en permanence dans les sorties qui sont faites pour caractériser à la fois le président de la République, mais aussi la faiblesse de la France sur la voie diplomatique. Vous savez, Trump dit il lui reste que quelques mois, il ne compte pas.
Révéler des conversations privées. Révéler des conversations privées. Donc on est à un niveau où l'inconstance du président de la République, après 10 ans, 9 ans de mandat, ben, il paye cette inconstance. Karim Zeribi, vous parlez d'un président qui n'a pas de constance à l'international, mais qui est également contesté en France actuellement. Je parle d'inconstance parce que toutes les décisions sur la scène diplomatique d'Emmanuel Macron sont controversées. Prenez la question de la Palestine. Donc, il a fermé les yeux sur le génocide de l'État sioniste à l'égard des Palestiniens. Et il reconnaît l'État de Palestine aux Nations Unies 2 ans après. Quelle est la cohérence? Si vous ne reconnaissez pas le génocide, c'est que quelque part, vous vous rendez complice de ce qui se passe en Palestine, au Moyen-Orient. C'est que vous apportez votre quitus donc, à l'intervention de Netanyahou et de ses amis criminels. Et vous allez reconnaître l'État palestinien. Donc c'est toujours ce pas de deux qu'on ne comprend pas. Vous avez une relation avec le continent africain qui est une relation au début de son mandat de respect à l'égard de l'Algérie, mais aussi d'autres pays africains, respect de la mémoire, respect sur la relation économique, et puis vous avez un comportement qui est tout autre. Donc on ne reconnaît plus l'histoire entre la France et l'Algérie tout d'un coup que lorsqu'on est élu, et on prend de haut, avec arrogance, les pays africains, qui du coup vous chassent du continent. Donc ça s'appelle de l'inconstance. Il n'y a pas de cohérence diplomatique chez Emmanuel Macron dans sa relation à Trump. C'est dramatique. On a un président donc, qui est suiveur, qui est derrière Donald Trump, un Donald Trump qui se moque de lui, l'humilie, donc, le réduit à l'état je dirais, de ce qu'est la France aujourd'hui, qui n'est plus une puissance militaire telle qu'elle l'a été, qui est un pays qui va très très mal sur le plan économique avec une dette abyssale, qui a des services publics qui se dégradent, qui a du mal à faire cohésion au sein de sa nation. Trump pointe tout ça, il rabaisse Emmanuel Macron. Donc, et Emmanuel Macron qui, de temps en temps, hausse le menton, puis tout d'un coup rebaisse la tête et se remet dans la roue des États-Unis. Sur la scène européenne, Emmanuel Macron ne pèse pas. Sur aucune décision majeure, Emmanuel Macron ne pèse sur la scène européenne. Donc, ce n'est pas moi qui invente cette réalité-là. C'est le comportement du président de la République française qui est inconstant, qui n'est pas cohérent, qui n'a pas de colonne vertébrale sur le plan diplomatique. Et c'est dramatique parce qu'avec l'Algérie, c'était bien parti. Et puis, patatrac, à Bari, lors de ce sommet, il a un échange avec le président de la République algérienne, qui lui dit tu vas faire une erreur si tu vas dans cette direction. Il s'engage éventuellement à ne pas y aller, mais il y va quand même. La marocanité du Sahara occidental. On parle effectivement de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Donc, la France était sur une position qui était celle des Nations Unies. Le président Tebboune, qui avait une excellente relation avec le président Macron, l'a averti à Bari. Et il n'a pas tenu compte de cette, alors je ne vais pas dire avertissement, mais de cette recommandation. Donc en lui disant, tu fais fausse route, puisqu'ils avaient une relation tellement, je dirais, saine, authentique, proche, qu'ils pouvaient se parler librement et franchement. Donc le président Tebboune a parlé avec franchise, lui disant, c'est pas utile, vous êtes sur une position qui est celle des Nations Unies, le Sahara occidental, ce n'est pas une affaire algérienne, c'est une affaire onusienne, donc respectons ensemble le droit international. Donc, et ce que décidera les Nations Unies, alors à ce moment-là, peut-être effectivement, chacun devra se l'appliquer. Voilà ce qu'a dit le président Tebboune, c'était tout à fait cohérent. Donc non, le président Macron a changé de position, et il savait, puisqu'il avait été averti par le président Tebboune, que ça allait mettre à mal les relations entre la France et l'Algérie. Donc voilà, je veux dire, on ne gère pas la diplomatie de la sorte. Et moi, je refuse l'idée que la France soit bien avec le Maroc et mal avec l'Algérie, bien avec l'Algérie et mal avec le Maroc. Je pense que quand on est un grand pays, on essaie d'être bien avec ses voisins. Et l'autre rive de la Méditerranée, qui est composée de pays du Maghreb, l'intérêt de la France, c'est d'être bien avec les pays du Maghreb, pas avec l'un des 3 ou 5 pays du Maghreb. Je compte la Mauritanie et la Libye, bien évidemment. Donc voilà, donc cette position-là, moi j'ai du mal à la suivre, je ne suis pas le seul, même de grands diplomates français ont du mal aujourd'hui à suivre la position d'Emmanuel Macron. Dominique de Villepin, dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui est un grand diplomate, qui l'a montré lorsqu'il a été ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, est très critique de la position d'Emmanuel Macron sur la scène diplomatique. Voilà, donc, pareil pour Ségolène Royal.
Pareil pour Ségolène Royal, qui a pris la tête de l'association France-Algérie et qui, m'a-t-on dit, sera en Algérie dans les prochains jours, puisqu'on l'attend pour, je crois, le 26 janvier en Algérie. C'est bien d'avoir des voix de ce type, parce que c'est une ancienne ministre aussi, qui a été candidate à l'élection présidentielle en 2007, et qui porte une voix qui est beaucoup plus mesurée, faite de discernement. Qui prône une relation de respect entre les deux pays. Une relation de respect qui repose sur trois piliers, on va dire, la mémoire, les relations que j'évoquais tout à l'heure, d'institutions régaliennes à institutions régaliennes, et puis les relations économiques. Donc je pense que Ségolène Royal, Dominique de Villepin et d'autres peuvent porter une voix beaucoup plus sage, beaucoup plus nuancée, beaucoup plus positive pour essayer de rapprocher les deux pays. Donc, et il faut aujourd'hui que ces voix soient beaucoup plus entendues qu'elles ne le sont, au détriment d'autres qui sont des voix nostalgiques, négatives, haineuses, algérophobes, j'utilise le terme parce qu'il faut l'utiliser, il faut dire les choses. Donc, moi, j'aime bien citer, vous savez, les mots ont du sens. Donc, il y a une algérophobie galopante en France, dans les médias et chez certains politiques, commentateurs, éditorialistes. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir la semaine prochaine ou dans quelques jours. Parce que vous savez que quand une affaire se termine, ils en sortent toujours une nouvelle. Donc, mais bon, on sera prêt à répondre et à faire face. Voilà donc pour cette première partie d'émission consacrée en grande partie au reportage diffusé sur France Télévisions. Et votre réponse, Karim Zeribi. On revient tout de suite après la pause publicitaire. Bienvenue sur Al24 News dans cette deuxième partie de Face à Zeribi. Alors Karim Zeribi, on va passer au deuxième sujet pour parler d'une nouvelle polémique autour du marché du halal relancé en France, qui relance actuellement en France un débat récurrent où l'islam est régulièrement mobilisé dans l'espace politique et médiatique. Je crois que c'est devenu une habitude aujourd'hui d'ailleurs en France. À chaque fois que le halal revient dans le débat public français, on a le sentiment qu'il dépasse largement la question alimentaire. Qu'est-ce que ce sujet dit selon vous de l'état du débat politique actuel en France ? Écoutez, c'est dramatique parce qu'en France, toutes les semaines, on a droit à une polémique sur l'islam ou les musulmans. Et une polémique en chasse une autre. Et comme ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, parce que les musulmans, pour l'immense majorité d'entre eux, sont irréprochables, il faut le dire, même si ça ne leur fait pas plaisir, donc ils vont inventer une polémique. Et la polémique du moment, c'est la viande halal, qui est vendue dans les boucheries, qui est vendue dans les fast-foods, et qui est vendue dans les restaurants. C'est quoi le sujet? La viande halal, c'est 6 à 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an en France. La viande halal, c'est un sujet économique, un sujet de business, c'est un sujet de commerce, c'est le rapport de l'offre et de la demande. Vous avez des clients de confession musulmane pour l'immense majorité d'entre eux, mais pas que, parce qu'il y a des non-musulmans qui consomment de la viande halal, donc une viande qui est abattue sur le rite, le respect du rite musulman, et qui est vendue dans des boucheries. Je rappelle qu'il y a à peu près 10 000 boucheries en France, 30% des boucheries sont halal. Et il y a des restaurants qui sont ouverts et qui font cette offre aussi, une offre clientèle. Il y a des fast-foods qui sont développés. Alors, au départ, beaucoup de jeunes issus de banlieues, qui étaient des entrepreneurs, qui se sont dit, donc il y a un segment de clientèle, donc je veux ouvrir un fast-food. Ils ont créé leur marque, Big M, Master Poulet. Donc il y a des marques qui cartonnent, pardonnez-moi l'expression, en France, créées par de jeunes issus de banlieue. Et puis vous avez des géants comme Five Guys, donc géants américains, comme Quick, comme KFC, qui ont décidé d'y venir. Je ne pense pas que les PDG de ces boîtes soient des imams ou des salafistes. Ou des intégristes. Donc, pour autant, ils sont venus sur ce segment. Ils sont venus sur ce segment parce qu'il y a une demande. 6 à 8 milliards de chiffre d'affaires, c'est une croissance de 10% par an. Ça veut dire qu'il y a une demande. Cette demande-là, elle n'oblige personne. Que les choses soient claires. C'est tellement ridicule de créer une polémique. Lorsque vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas musulman. Si vous avez envie d'aller acheter votre viande dans une boucherie traditionnelle, si vous avez envie d'aller manger du fast-food traditionnel, si vous avez envie d'aller dans des restaurants, l'immense majorité ne sont pas halal, vous pouvez y aller. Personne ne vous oblige à consommer de la viande halal. Mais curieusement, quand c'est bio, c'est moderne, c'est la mode. Quand c'est halal, c'est polémique. Ça représente un danger identitaire, culturel. Donc on vient nous parler de politique. On vient mettre à mal la cohésion. On vient pointer du doigt les musulmans.
Donc on vient porter la théorie du grand remplacement. Attention, il y a de plus en plus de commerce là, c'est qu'il y a une population qui remplace une autre. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est inquiétant de dire que dans la composante de la société française, vous avez 600 000 Français de confession juive qui ont leur boucherie cachère, le restaurant cachère, dont personne ne parle, qui ne dérange personne. Et c'est très bien. Vous avez 6 à 7 millions de musulmans qui, comme les juifs pour le cachère, donc, cherchent des lieux de consommation donc, et des commerces qui peuvent leur offrir donc, des produits respectueux de leurs pratiques religieuses. Pourquoi là ça pose un problème? Quand c'est les juifs, ça n'en pose pas. Quand c'est les musulmans, ça en pose un. En fait, tout doit être traité sous le sceau de la polémique quand c'est l'islam et les musulmans. C'est insupportable. C'est comme cette histoire de pénurie qui est souvent liée aux musulmans, notamment à l'approche du mois de Ramadan. Vous soulignez effectivement ce point. Nous approchons du Ramadan qui démarrera le 16 ou le 17 février. Il faut qu'on s'attende à ce qu'on nous dise en France que dans les grandes surfaces, il y a une pénurie d'huile, d'œufs, de beurre, parce que les musulmans consomment énormément de ces produits pendant le Ramadan. Bon, on verse dans un ridicule absolu, un ridicule qui, là aussi, je parlais d'algérophobie tout à l'heure, mais moi j'utilise le terme, n'en déplaise à certains, ça s'appelle l'islamophobie. Vous savez, ce qu'on nous interdit en France, c'est d'utiliser le terme islamophobie parce qu'il nous indique que c'est le refus de critiquer l'islam. Or, est-ce que là, c'est la critique de l'islam dont il est question? Non, c'est la stigmatisation des musulmans, c'est l'accusation des musulmans. Est-ce qu'une critique, c'est une accusation? Une accusation donc, doit être combattue. Une critique doit être débattue. Moi, je suis prêt au débat en toutes circonstances sur toutes les questions. Mais sur les accusations qui sont parfois humiliantes, sur les accusations qui sont, je dirais, portées à charge, sans avocat en face, je m'y refuse. Les musulmans, aujourd'hui, sont l'otage de débats politico-médiatiques français. Quand ce n'est pas le foulard sur la voie publique, c'est les jeunes qui pratiquent. Si ce n'est pas les jeunes, c'est les musulmans qui demandent à ce qu'il y ait des lieux de culte dignes de ce nom pour sortir de l'islam des caves. Et ils le font dans le respect absolu des lois de la République et des principes de laïcité. Si ce n'est pas les lieux de culte, c'est les écoles confessionnelles. Je vous rappelle quand même qu'il y a 7220 écoles catholiques en France, 288 écoles juives et une dizaine seulement d'écoles musulmanes pour 6 à 7 millions de musulmans. Ces écoles musulmanes, lorsqu'elles ouvrent, elles sont persécutées par des inspecteurs de l'éducation nationale qui viennent chercher la petite bête. Or, dans les autres établissements où il y a parfois le bafouement des règles les plus élémentaires de respect de l'enfant, il n'y a aucun contrôle. Donc ça suffit, quoi. À un moment donné, il y en a assez, quoi. Et là, ils viennent chercher les musulmans sur la viande halal qui est vendue par des bouchers qui sont des commerçants, par des restaurateurs qui sont des commerçants et par des grandes firmes de fast-food qui sont des multinationales qui n'ont pas à la tête des salafistes ou de je ne sais quoi qui pourraient être accusés de porter atteinte à la France, à sa culture, à son identité. C'est insupportable. Il faut qu'ils arrêtent cette islamophobie rampante qui n'est pas digne d'un pays comme la France. Il faut dire que le ridicule ne tue pas aujourd'hui en France, Karim Zeribi. Et on passe au troisième sujet qui concerne le plan économique. Sur ce plan, l'Algérie continue son évolution. La ligne ferroviaire minière Béchar-Tindouf-Garage-Billet, reliant le gisement de fer géant à Béchar, est désormais achevée et sera inaugurée dans quelques jours. À ce propos, Karim Zeribi, cette ligne ferroviaire n'est pas un simple chantier technique, mais un projet structurant pour l'économie nationale. Comment ce jalon transforme-t-il aujourd'hui la capacité de l'Algérie à gérer ses ressources minières et minières souveraines? C'est exceptionnel, ce projet est exceptionnel. Ce projet est gigantesque. Il fait partie des projets structurants qui vont, je dirais, modifier à plus d'un titre, je dirais, la capacité de l'Algérie sur le plan économique à rayonner en sortant aussi des hydrocarbures. On parle de cette ligne ferroviaire de 950 km, ultra moderne, fait en des délais records, avec une méthodologie qui a permis de faire des kilomètres et des kilomètres dans un temps rarement vu, avec un désenclavement de la région ouest, sud-ouest notamment, avec une capacité aussi à apporter une réponse en termes d'économie et d'emploi aux populations du sud-ouest algérien. Un désenclavement de ce sud-ouest algérien, donc faire de l'Algérie un acteur mondial de la sidérurgie, parce que je rappelle quand même que c'est, je dirais, le rail du désert pour aller vers une production minière,
la production minière, c'est 3,7 milliards de tonnes de fer. Donc, cette destination-là, autant vous dire que c'est faire de l'Algérie un producteur majeur sur la scène mondiale. Et ça permet effectivement de donner aussi du concret à la politique qui est menée par l'Algérie de diversification de son économie. L'Algérie, on le sait, très dépendante depuis des décennies des hydrocarbures, gaz et pétrole, là va avoir une capacité là aussi à commercer, à rayonner par cette mine dans le sud-ouest algérien. Et puis, il y a un sujet qui n'est pas mineur. Il y a le sujet économique, il y a le sujet aussi sécuritaire. Quand vous avez ce rail du désert qui vous mène vers le sud-ouest algérien, c'est un rail qui vous mène aux frontières du sud-ouest algérien. Mali, Mauritanie, Sahara occidental. Ce qui veut dire que vous avez une capacité à vous projeter avec du matériel de pointe militaire, mais aussi avec des troupes et des hommes sur cette zone pour la sécuriser. Si jamais certains ont des idées un peu belliqueuses à l'égard de l'Algérie, qu'ils sachent que l'Algérie, non seulement elle est armée sur le plan militaire, sur le plan technologique, sur le plan humain, mais elle s'arme sur le plan logistique. Donc cette œuvre logistique exceptionnelle, c'est une œuvre logistique qui a une double vocation économique, désenclavement du Sud-Ouest, création d'emplois, rayonnement sur la sidérurgie à l'échelle mondiale, et puis un angle sécuritaire, protection des frontières algériennes. Donc on sait qu'il y a 7 frontières, plus de 7200 km de frontières, donc c'est un sujet qui est majeur pour l'Algérie, pour le maintien de sa souveraineté, pour le maintien de la protection du territoire national. Donc voilà, faire double emploi avec une œuvre de ce type, sur le plan, j'ai envie de dire, de l'ingénierie civile, de la modernité la plus parfaite, donc c'est une fierté. On va rester sur ce mot pour finir l'émission, fierté, et on arrive au fait marquant de ce Face à Zéribit cette semaine. On a pris l'habitude depuis un mois de parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle s'est terminée par ce sacre, la seconde étoile pour les coéquipiers de Sadio Mané. Très belle victoire dans un scénario inattendu, véritablement. Personne n'attendait ce scénario de match. Et c'est le fait marquant, Samira, qu'on a choisi cette semaine. Le jingle. Alors Karim Zeribi, comme l'a souligné Riyad, on passe au fait marquant et il concerne cette fois la CAN qui a été organisée au Maroc, une CAN qui a été marquée par des arbitrages contestés, des polémiques qui dépassent le cadre sportif. Cette CAN qui devait être une vitrine du football africain, pourquoi laisse-t-elle aujourd'hui un sentiment de malaise? Je voudrais d'abord féliciter le Sénégal. Permettez-moi de démarrer par ces félicitations, une équipe magnifique, Sadio Mané fabuleux, capitaine de l'équipe du Sénégal, avec une combativité, une technique, un collectif qui a fait plaisir à voir. Donc je félicite nos amis, nos frères sénégalais pour cette belle victoire de la CAN, deuxième du genre, deuxième étoile pour le Sénégal. Donc ils rejoignent l'Algérie, la Côte d'Ivoire, sur le plan footballistique, le Congo. C'est non seulement mérité, mais c'est une belle victoire. J'aurais aimé évidemment que notre équipe nationale fasse un parcours plus important, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une passation de génération qui est en train de se mettre en œuvre, et on espère qu'elle se matérialisera pour la Coupe du Monde à venir. Donc il y a du potentiel, il y a de la qualité, il y a eu de la cohésion dans cette équipe, donc on va l'encourager à persévérer et aller plus loin. Le bémol dans cette CAN, c'est la CAF, pour moi. C'est l'équivalent de l'UEFA sur le continent africain, la Confédération africaine de football, qui n'est pas assez professionnelle et dans ses choix et dans son fonctionnement. Pas à la hauteur ? Pas à la hauteur. Je pense que la CAF a un problème, je dirais, interne de fonctionnement. De fonctionnement, la CAF parfois me fait penser, je dirais, à un organe politico-diplomatique. Or, nous faisons du sport. Il faut rester sur le domaine du sport, même si tout est lié. On sait très bien aujourd'hui combien le sport et la culture sont des outils de soft power. Mais quand on a des arbitres aussi peu formés, des choix contestables, quand on n'a pas de réaction de la CAF, on se dit que tout ça est fait peut-être d'une incompétence au plus haut niveau de cette institution, de cette instance. Quand on voit effectivement la représentativité, la représentation de cette CAF,
moi je ne suis pas très à l'aise. Parce que si on veut que le football africain, parce que nous avons vu de très beaux matchs sur le plan footballistique, et je voudrais saluer l'ensemble des équipes, même celles que nous avons battues, le Congo, donc avec ce spectateur symbolique et fabuleux qui représentait, incarné Patrice Lumumba, nous en avons parlé dans une émission. Donc, belle équipe. Donc, le Nigeria, belle équipe. Sénégal, belle équipe. Donc, Égypte, belle équipe. On a eu des matchs de football de qualité. Mais sur le plan institutionnel, sur la représentation, la CAF n'est pas au niveau de la qualité du football africain. Et ce décalage-là est gênant. Donc, il faut certainement qu'à l'intérieur de la CAF, il y ait un ménage qui soit fait. Ce ménage, il va être difficilement fait parce que j'ai le sentiment que Infantino, qui est le président de la FIFA, est un peu complice de ce qui se passe à la CAF. Il a peut-être la main mise aussi. Oui, donc ça le rend complice. Quand vous avez la main mise et que vous ne l'actionnez pas, c'est que quelque part, cette situation un peu de léthargie de cette institution vous arrange. Parce que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Très bien, Karim, on arrive à la fin de cette émission. Peut-être en une minute, cette CAN peut-elle malgré tout servir d'électrochoc pour repenser le football africain? Mais c'est ce à quoi j'appelle. J'appelle à une redéfinition, j'avais de dire à la fois de la composition des instances de la CAF, mais aussi des décisions qu'elle va prendre, de la manière, de la nature de prise de décision. Oui, bien sûr, on l'espère, on l'espère. Donc on a un football de qualité, des joueurs de qualité, donc il faut que les instances suivent. Si les instances ne suivent pas, ça va pénaliser les pays africains. Il faudrait que les dirigeants soient au niveau des footballeurs africains. Oui, les dirigeants, les arbitres, qu'ils investissent dans la formation, dans les infrastructures logistiques. Au fond, je ne pense pas qu'il y ait énormément de pays en capacité d'organiser la CAN, si vous voulez mon sentiment. Je pense qu'on tourne toujours autour de 4-5 pays, alors qu'on a 54 pays sur le continent africain. 54 pays, on a 4-5 pays qui ont les infrastructures pour organiser la CAN. Ce n'est pas normal. Et en mettant la CAN tous les 4 ans, on n'aura pas demain plus de pays en capacité de l'organiser. Ce n'est pas vrai. Ça continuera de tourner autour des mêmes pays. Donc, une fois que vous avez dit ça, vous pointez les faiblesses, l'incompétence certainement des dirigeants de la CAF qui ne se sont pas battus pour faire grandir le continent africain par la voie du football. C'est dommage parce que c'est un support magnifique pour les peuples qui sont passionnés de football, pour la jeunesse qui est passionnée de football et pour, encore une fois, l'économie. Ça peut être une locomotive, le football. Donc, la CAF ne veut pas l'utiliser comme tel. Une analyse avec toujours autant de franchise et d'exigence. Merci beaucoup, Karim Zerebi. Merci à vous. Merci Karim. Merci. Merci à toi également, Liad. Merci Samira. À bientôt. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce numéro. On vous retrouve dans 2 semaines, chers téléspectateurs, avec toujours autant de franchise et d'exigence. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à tous.